Chers amis auditeurs, bonjour et bienvenue à votre émission Libre Expression. Je vous retrouve comme chaque mois pour vous résumer l'actualité des droits de l'homme en Algérie du mois de janvier. Commençons par les titres. En vue de dénoncer les affirmations mensongères du Premier ministre Abdelmalek Sellel, qui a affirmé dans une réponse à une question écrite d'un député le 19 janvier 2017 que le dossier des disparus est clos, et afin de rappeler que le combat des familles ne cessera pas tant que les familles n'auront pas obtenu vérité et justice, SOS Disparus et le CFDA ont organisé un rassemblement devant la Maison de la Presse le 29 janvier 2017 à 10h. Ils ont rendu public leur communiqué le 29 janvier 2017 qui a été signé par la présidente Fatima Youss et ayant pour titre « Les familles de disparus répondent à Sellel ». Le 30 janvier 2017, soit le lendemain de cet événement, plusieurs quotidiens nationaux ont rapporté cet événement. Parmi ces journaux, Le Temps d'Algérie, les familles de disparus protestent à Alger et répondent à Sellel. Sans vérité et justice, le dossier ne sera pas fermé. Sur Actualité d'Algérie, SOS Disparus dénonce les propos de Sellel. Al-Watan, réponse des familles de disparus à Sellel, notre combat ne cessera pas sans vérité et justice. Tariq News, le quotidien arabophone, les familles de disparus répondent à Sellel. Algérie, DZ Info, SOS Disparus dénonce les propos mensongers de Sellel. Dans l'actualité d'Algeria Watch, familles de disparus répondent à Sellel. Vous aurez les détails sur ce rassemblement dans la suite de ce journal. Al-Watan du 18 janvier 2017, Hassan Bourras retrouve sa liberté. Le quotidien d'Oran du même jour, la justice suisse ordonne le classement de l'affaire Nezar. L'Expression du 25 janvier 2017, bracelet électronique et empreinte digitale, la justice se modernise. Le Soir d'Algérie du même jour, modernisation de la justice, Tayeb Louh répond aux critiques. Al-Watan du 26 janvier 2017, un blogueur arrêté pour intelligence avec une force étrangère. Amis auditeurs, nous passons maintenant aux détails de ces titres juste après le jingle. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. On commence avec le communiqué de SOS Disparus pour répondre aux propos du Premier ministre que l'association a qualifié de mensongère. Le 19 janvier 2017, dans une réponse à une question écrite d'un député, le Premier ministre M. Sellel a souligné que toutes les mesures ont été prises par les autorités pour le traitement du dossier des disparus, qui est l'une des séquelles de la tragédie nationale vécue dans les années 90. Le Premier ministre a reconnu officiellement que 7144 familles ont perdu un ou plusieurs de leurs membres. Malgré ce constat, aucune volonté politique de traiter la question des disparitions forcées de manière satisfaisante n'a été constatée à ce jour. Jamais les autorités algériennes n'ont montré le moindre signe de sympathie envers les familles de disparus. Le président Bouteflika lui-même a, dès sa prise du pouvoir en 1999, déclaré « Les disparus ne sont pas dans mes poches ». Aucune enquête sérieuse et efficace n'a jamais été menée et les plaintes portées par les familles devant les tribunaux algériens contre les auteurs de ces disparitions n'ont jamais abouti, malgré les preuves, les témoignages et les noms de ces agents de l'État qui ont fait disparaître leurs proches. Les lois et les mécanismes institutionnels prétendant prendre en charge le dossier des disparus et notamment la Charte pour la paix et la réconciliation nationale et ses textes d'application n'ont été que des tentatives de garantir l'impunité des auteurs de ces violations graves des droits de l'homme et de régler la question à travers une procédure d'indemnisation qui consacre le déni du droit à la vérité
et à la justice. La charte et ses textes d'application n'apportent aucune réponse aux questions des familles, se contentant d'acheter leur silence. L'article 45 de ces textes empêche toute ouverture d'enquête sur le sort des personnes disparues et déclare toute plainte ou dénonciation irrecevable, privant ainsi les familles du droit à un recours effectif. En outre, la procédure conditionne toute indemnisation à l'établissement d'un constat de disparition suivi d'un jugement de décès, une démarche pénible pour les familles. La charte et ses textes d'application ne règlent donc rien du tout pour les familles, mais est simplement un moyen pour l'État de classer l'affaire sans avoir apporté de réponse et reconnaître sa responsabilité. Dans ces conditions, l'affirmation de M. Sellel, selon laquelle les familles ont bénéficié d'un accompagnement juridique pour porter leurs affaires devant les tribunaux, s'oppose totalement à la réalité du traitement du dossier des disparus par les autorités algériennes. SOS Disparus tient à dénoncer les affirmations mensongères du Premier ministre et à rappeler que le combat des familles ne cessera pas tant que les familles n'auront pas obtenu vérité et justice. SOS Disparus a invité toutes les Algériennes et les Algériens à rejoindre les familles de disparus à un rassemblement qui a eu lieu dimanche 29 janvier 2017 à 10h devant la Maison de la Presse. Fatima Yous, présidente. Si pour l'État, le dossier des disparus est clos, les familles des victimes de la décennie noire ne jurent que par la vérité et la justice, sans lesquelles le combat ne cessera jamais. C'est la réponse qu'ont adressée le 29 janvier les familles venues participer à un rassemblement devant la Maison de la Presse Tahar Djaout d'Alger. Malgré le dispositif sécuritaire dressé par les services de sécurité qui les ont empêchés de brandir leurs photos et pancartes, il s'agit de nos enfants. Et personne, même le Premier ministre, ne peut décider à notre place, car seule la vérité pourra nous donner le repos éternel, lance une mère de 74 ans, mère de Mohamed, enlevé un certain 24 juin 95. Sa déclaration résume en effet l'état d'esprit et la torture morale que toutes ces familles vivent au quotidien, refusant d'admettre la thèse de la disparition, synonyme de décès. Par mesure, les autorités veulent nous faire avaler qu'une compensation financière suffirait pour tourner la page, accuse pour sa part Khalti Djigdjiga, qui nous raconte avoir reçu à maintes reprises des convocations de la wilaya d'Alger pour récupérer une somme d'argent. Je refuse de prendre n'importe quelle somme, aussi importante soit-elle. La valeur de mon fils disparu depuis 93 ne se situe pas là. Je veux simplement la vérité et surtout la justice pour pouvoir enfin passer à autre chose, dira-t-elle. Encadrée sur le trottoir par le dispositif sécuritaire mis en place dès le matin, ces mères regrettent qu'un tel traitement leur soit réservé. Nous ne sommes ni voleuses ni agressives, s'indigne-t-elle. Encore dans un communiqué, SOS Disparus a dénoncé ce qu'elle a qualifié d'affirmation mensongère du Premier ministre, rappelant que le combat des familles ne cessera pas tant qu'elles n'auront pas obtenu vérité et justice. En détention depuis octobre dernier, le journaliste indépendant et militant de la LADDH, Hassan Bourras, retrouve la liberté. La cour d'Al-Bayad vient de réduire la peine prononcée à son encontre par le tribunal de première instance, qui l'avait condamné fin novembre dernier à 1 année de prison ferme. C'est ce qu'a annoncé le 17 janvier Maître Beni Saad, l'un de ses avocats et président de la LADDH. La cour a prononcé lors du procès en appel une condamnation à 6 mois de prison avec sursis à l'encontre de Hassan Bourras et ses 3 compagnons. Ils doivent quitter la prison le 18 janvier. Selon Maître Beni Saad, le collectif d'avocats dans lequel figure Mustafa Bouchachi se félicite déjà de cette issue, synonyme d'apaisement. Mais le collectif n'est pas satisfait et compte introduire un recours. L'essentiel est que Hassan Bourras retrouve la liberté, mais nous allons introduire un pourvoi en cassation, précise-t-il. Hassan Bourras, rappelons-le, a été poursuivi pour le chef d'inculpation d'outrage à corps constitué, outrage à magistrats et fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions et exercice d'une activité journaliste sans autorisation.
La justice suisse a classé l'affaire d'une plainte pour crime de guerre déposée en octobre 2011 par une ONG locale, Trial, contre l'ex-général-major Khaled Nzar. Selon Algérie Patriotique, le procureur fédéral a prononcé une ordonnance conformément à l'article 319 du Code de procédure pénale suisse qui stipule que le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi, lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis, lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu et lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies. Le classement de ce dossier fait suite à 5 années de procédure judiciaire. L'affaire avait éclaté en octobre 2011 lorsque la justice helvète avait arrêté le général Nzar qui effectuait des consultations pour une désintoxication à la cigarette en Suisse. Sur plainte d'une ONG locale Trial, c'est le 19 octobre 2011, plus exactement que l'ONG basée à Genève dépose une plainte contre l'ancien ministre de la Défense pour crime de guerre. L'eau continue de moderniser Dame Justice. Cette dernière a même fait un saut des plus considérables en se dotant d'un fichier national des empreintes génétiques qui a été inauguré le 24 janvier par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Ce fichier, qui peut contenir plus de 40 millions d'ADN, se trouve au niveau du Centre national des systèmes informatiques du ministère de la Justice à Bir Morad Raïs sur les hauteurs d'Alger. Il gère les empreintes génétiques utiles à la résolution d'enquête visant les criminels et les délinquants. A souligné avec fierté le ministre. Il faut avouer qu'il a de quoi être fier du fait que rares sont les pays dans le monde qui peuvent se targuer d'avoir un tel fichier qui permettra qu'enfin l'empreinte digitale soit utilisée comme il se doit dans les enquêtes judiciaires et l'identification des personnes. Car comme l'a rappelé Taïblouh, avant la mise en place de ce fichier, il existait 2 services distincts. Le premier relevant des services de la gendarmerie nationale et le second de la sûreté nationale. Des fichiers qui n'étaient pas centralisés, ce qui ne pouvait permettre une utilisation efficace des empreintes génétiques dans les enquêtes judiciaires. Elles n'étaient d'ailleurs que rarement utilisées. À peine un mois donc après le lancement du bracelet électronique, l'eau innove encore avec ce fichier national des empreintes digitales. L'utilisation du bracelet électronique dans le cadre du contrôle judiciaire est une première dans le monde arabe et une deuxième expérience en Afrique. Il vise à renforcer le caractère exceptionnel de la détention préventive qui est très critiquée dans tous les pays du monde car étant en contradiction avec la règle de la présomption d'innocence. Le blogueur Merzouk Touati, arrêté le 18 janvier par les services de sécurité à Béjaïa, a fait cassation de sa mise sous mandat de dépôt il y a 10 jours par le parquet près le tribunal de Béjaïa. Son dossier étant actuellement entre les mains du juge d'instruction, le blogueur dispose d'une période de 20 jours avant de passer à la chambre d'accusation. Le blogueur, qui est actuellement en détention provisoire à la prison de Khemis, centre-ville de Béjaïa, a contacté Maître Nourdin Ahmin afin de lui demander d'assurer sa défense. Sa famille a de son côté contacté plusieurs avocats dont Saleh Debbouz, lequel a d'ores et déjà alerté l'opinion publique sur cette affaire à travers les médias. Merzouk Touati, diplômé en commerce international, au chômage, serait accusé entre autres chefs d'accusation d'intelligence avec une force étrangère sur son blog alhogra.com. Il avait publié une vidéo qui le montre en train de s'entretenir avec une personne supposée être un officier israélien à la retraite du nom de Hassan Krabia. Dans l'entretien réalisé en langue arabe via Skype, l'interlocuteur de Merzouk relève notamment l'existence jusqu'à l'année 2000 d'un bureau secret israélien à Alger qui ferait office de semi-ambassade avant d'être fermé en signe de pression sur l'État. Amis auditeurs, nous arrivons à la fin de cette revue de presse. C'était avec vous Delal Aïdoun de la radio des Sans Voix. Au revoir et au mois prochain, Inch'Allah.